Pour prédire le monde de demain, il me semble qu'il faut d'abord être capable de comprendre le monde d'aujourd'hui, de pouvoir étudier, j'ose dire prédire, son évolution. Pourquoi ne pas le faire avec l'intelligence artificielle? En effet, c'est une approche qui est assez prometteuse et je vais essayer de vous convaincre de cela aujourd'hui. On cherche à comprendre la dynamique d'un système, par exemple, ou à étudier l'impact d'une politique sur une entreprise, une économie, une société. Par exemple, peut-être que vous avez une bonne idée pour faire baisser le chômage ou la pollution. Pourquoi ne pas la tester dans un monde virtuel où vous pourrez l'expérimenter sans danger, sans risque, en faire varier tous les paramètres et mesurer les effets? C'est le principe de la simulation multi-agent, mon domaine de recherche, que j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui. Alors l'idée, c'est de faire avec une méthode scientifique qui a fait ses preuves. Vous connaissez sans doute. On observe un phénomène, on recueille des données dessus, ensuite on fait un modèle plus ou moins formalisé avec langage naturel ou des mathématiques ou des algorithmes. On simule ce modèle sur ordinateur pour voir ce qui se passe. La physique, la biologie procèdent de la sorte. Le problème, c'est que lorsque le système que vous voulez étudier est composé d'êtres humains, ça se complique fortement. Pourquoi? Parce que un être humain, chacune et chacun d'entre vous, c'est déjà un système complexe. C'est-à-dire composé d'entités, de nombreuses entités en interaction. Pensez à tous vos neurones, à tous les processus physico-chimiques qui sont actuellement dans votre corps quand vous m'écoutez. Et en plus, un être humain, c'est imprévisible. Par exemple, est-ce que vous êtes capable de dire à coup sûr ce que je vais dire dans les prochaines secondes? J'espère que non. Donc, ça c'est déjà compliqué, un seul être. Mais imaginez maintenant, on en met plusieurs pour étudier un groupe, une société. Donc c'est très difficile d'étudier les comportements humains. Mais comme je suis irrésistiblement attiré par les difficultés, j'ai décidé d'y consacrer ma vie, peut-être d'ailleurs au détriment de ma carrière, enfin ça c'est un autre problème. Alors, bon, donc, on va procéder eh bien, en mettant de l'intelligence artificielle. Mais d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle? Historiquement, il s'agit de construire des machines dites intelligentes dans la mesure où elles sont capables d'agir avec leur environnement, de raisonner, décider, planifier. Mais la façon dont elles font cela peut s'inspirer directement de ce que nous, êtres humains, faisons, ou pas du tout. Des intelligences artificielles, on va dire IA pour faire court. Vous connaissez peut-être, je ne sais pas, Deep Blue, ou Watson, ou AlphaGo. Eh bien, ces systèmes, ils jouent respectivement aux échecs, à Jeopardy ou au Go, d'une façon très différente que nous, êtres humains, faisons. Par exemple, ils utilisent des systèmes, une approche, on va dire, big data, dans la mesure où, déjà, ces systèmes vont jouer contre eux des millions de fois. Bon, bonjour la vie sociale, la machine, elle passe son temps à jouer contre elle-même. Et puis, également, ils vont générer des quantités gigantesques de solutions possibles pour choisir la meilleure. Alors que nous, êtres humains, nous avons une approche beaucoup plus synthétique et nous allons effectuer des raccourcis. En plus, les systèmes d'IA qui utilisent ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels, vous avez dû en entendre parler, l'apprentissage automatique, le deep learning, c'est-à-dire donc ce sont des automates qui prennent des signaux en entrée, appliquent une fonction mathématique et renvoient un signal de sortie à d'autres neurones. Bon, ces systèmes, ils ont un inconvénient, c'est que ce sont des boîtes noires. C'est-à-dire que ça marche, mais on ne sait pas très bien pourquoi et comment. Ce sont des systèmes qui ne sont pas très explicables, ni interprétables. Seulement, il y a une autre façon d'étudier les comportements humains avec de l'IA. Ça consiste, comme on le voit derrière moi, à ouvrir la boîte, à regarder ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, les bonnes pensées, les mauvaises pensées, comment nous allons nous représenter le monde, est-ce que ce sont des concepts, des images, de la musique, comment nous allons étudier et utiliser ces représentations pour agir sur ce monde, et quel sera l'impact de nos émotions, de nos affects. Et puis c'est pas terminé. Parce que l'être humain est profondément social. On interagit avec son voisin, ne serait-ce que pour l'engueuler, pour lui dire qu'on n'est pas content. On interagit avec la communication, le langage. Et puis, il y a plein de formes qui sont d'ailleurs passionnantes à étudier, d'interaction sociale, comme les phénomènes de propagation des opinions, des rumeurs, ou les phénomènes de mimétisme qui font qu'à un moment donné, on a envie de porter le même vêtement que quelqu'un qu'on croise dans la rue. Et comme vous le savez, ces phénomènes sont amplifiés maintenant avec le développement des réseaux sociaux. C'est assez compliqué. Il va falloir tenir compte de tout cela. Mais alors, j'ai une bonne nouvelle, parce que je suis là aussi pour positiver, j'aime la philosophie positive. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution pour étudier cela. Et donc, on l'a fait pour vous, ça s'appelle un système multi-agent. Alors, c'est apparu dans les années 90,
dans les années 90, ça s'appelait l'intelligence artificielle distribuée. Et, comme son nom l'indique un petit peu, c'est composé d'agents informatiques qui sont en interaction. Alors, voici par exemple un schéma qui illustre ce système. Donc vous avez des agents, donc un agent, c'est autonome, c'est proactif, c'est-à-dire que ça décide quand il veut d'agir ou de ne pas agir, ça a ses objectifs propres, ses compétences, ses ressources, ça représente son environnement, ça interagit avec cet environnement et avec les autres agents. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais vous les connaissez ces systèmes, vous les avez déjà vus, notamment si vous regardez une série célèbre en haut à gauche, je ne dirai pas de nom. Lorsque vous avez par exemple dans un film, dans une série, des milliers de combattants sur un champ de bataille, ou des milliers de spectateurs dans un stade, en fait c'est un système multi-agent, c'est plus des figurants. C'est aussi appliqué à la finance, au transport, à la coordination de robots, de drones, etc. Alors maintenant la question c'est comment on va pouvoir appliquer cela sur des comportements humains. Et là je vais prendre un petit exemple. Regardons ce qui s'affiche derrière moi. C'est une carte qui représente la population à gauche de la ville de Chicago et à droite la baie de San Francisco. Tout ça aux États-Unis, ça ne vous aura pas échappé. Et il y a une couleur. Et la couleur, elle indique l'origine de cette population. Ça peut être d'origine caucasienne, afro-américaine, hispanique, asiatique, etc. Alors, il y a quelque chose qui peut vous frapper, c'est que ces bandes de couleurs sont relativement uniformes. Autrement dit, il n'y a pas de mélange dans la population. Il n'y a pas de mixité sociale, ce qui pose plein de problèmes sociétaux. Alors ça, c'est pas seulement aux États-Unis, on le retrouve dans la plupart des grandes villes à travers le monde. Comment expliquer ça? Première hypothèse, vous avez, et ça m'arrive parfois, une vision pessimiste de l'humanité, et vous vous dites, les gens sont racistes en fait. Voilà, c'est tout. L'être humain est profondément raciste, il n'aime pas ses semblables. Bon, première hypothèse. Eh bien, la deuxième bonne nouvelle, vous remarquez pour l'instant dans mon talk qu'il y a deux bonnes nouvelles. J'espère qu'à la troisième, vous allez me payer un verre ou financer mes recherches. Ce sera encore mieux. Donc, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de trouver une explication alors que les gens ne seraient éventuellement pas racistes. Et oui. Et ça, c'est grâce notamment à la simulation multi-agent, bien sûr, et aussi à un modèle très astucieux de M. Thomas Schelling. M. Thomas Schelling, en 1971, c'est un économiste, il a proposé un petit modèle simple, que je vais maintenant vous décrire, et bon, il faut savoir que plus tard, d'ailleurs, cet homme aura le prix Nobel d'économie pour d'autres travaux. Le modèle est le suivant. Imaginons que chacune et chacun d'entre vous, ici présents et ailleurs, vous ayez individuellement un seuil de tolérance. C'est-à-dire une proportion de gens que vous souhaitez avoir autour de vous et qui soient semblables à vous. Par exemple, vous souhaitez que là où vous habitez, il faut qu'il y ait au moins 20% de gens qui aient la même origine, ou le même niveau de revenu, ou la même opinion politique, pourquoi pas, la même religion, etc. Si ce seuil de satisfaction n'est pas minimal, n'est pas satisfait, à ce moment-là, vous déménagez jusqu'à ce que vous trouviez un endroit où le seuil devient satisfait. Alors, ce petit modèle assez simple peut très bien se programmer et on peut le simuler avec un système multi-agent. Alors, par exemple, ça va donner les configurations suivantes. Alors, on va simplifier en disant qu'il y a deux types d'agents. On va dire qu'il y a des rouges et des verts. Et on va dire pour l'instant que tous ont le même seuil. Alors, vous voyez qu'en haut à gauche, vous avez une situation à l'équilibre, c'est-à-dire où la plupart des gens sont satisfaits, où on a relativement de mélange entre les gens. En revanche, à droite, vous avez une ségrégation totale, vous avez deux bandes, les rouges et les verts, qui s'affrontent. Bon. Mais l'intérêt, ça va plus loin. Et c'est un peu la découverte majeure de ce modèle, c'est qu'en fait, au final, on obtient une similarité, donc une ségrégation, beaucoup plus forte que ce que les gens, individuellement, voulaient au départ. Par exemple, comme on voit dans ce petit tableau, si vous avez un seuil de 20%, c'est pas déraisonnable de souhaiter qu'il y ait 20% de gens un peu comme vous. Mais au final, si tout le monde fait ça, par les interactions sociales, on se retrouve avec un seuil de similarité de plus de 60%. Et comme on le voit sur cette courbe ici, ça monte très vite. À 50% de seuil, on est déjà à 89% de ségrégation, et rapidement, on arrive à 100%. C'est pour cela que je disais, il n'est pas nécessaire d'être raciste, c'est-à-dire d'avoir un seuil de tolérance très élevé, pour générer au final une ségrégation. Et ça émerge grâce à la simulation multi-agent, et c'est pour ça que ces systèmes sont intéressants pour faire émerger des choses à un autre niveau que le simple comportement individuel. Alors, c'est un modèle évidemment très simple, mais il a conduit ensuite tout un courant de recherche sur la dynamique urbaine. Et moi, j'avoue qu'en tant que chercheur, ce qui nous motive, c'est d'essayer d'attaquer des problèmes sociétaux importants. Donc la dynamique urbaine, bien sûr,
l'écologie, l'environnement, il y a aussi la santé au travail, les problèmes de transport ou les problèmes de diffusion d'innovation. Et puis il y a le marché du travail, sur lequel j'ai travaillé, justement. Bon, vous connaissez peut-être cette formule, contre le chômage, on a, paraît-il, tout essayé. Bon, c'est vrai que malheureusement, le chômage dans de nombreux pays, y compris la France, a du mal à baisser. On a un chômage structurel qui reste assez important. Qu'est-ce qu'on peut faire pour expliquer tout cela? Avec un économiste, Gérard Ballot, et un informaticien, Olivier Goudet, qui a fait la thèse sur ce sujet, nous avons construit le simulateur Worksim, donc un simulateur, vous en doutez, multi-agent, qui est actuellement le modèle multi-agent le plus complet sur un marché du travail. Comment ça fonctionne? D'abord, il y a des agents qui vont représenter, comme vous et moi, des individus. Alors ces individus, ils sont dans un certain état. Ils peuvent être en train de travailler, mais bon, ils cherchent un autre job, ils peuvent être au chômage, ils peuvent être inactifs, ce qui signifie qu'ils ont renoncé à chercher du travail, ou alors, ils peuvent être, comme certains, plus plupart d'entre vous, j'imagine, des étudiants. Alors, de l'autre côté, vous avez des agents qui vont représenter les entreprises. Ces entreprises, elles produisent un bien dont la demande varie au cours du temps. Et à un moment donné, la demande, elle peut augmenter, elle peut baisser, mais l'entreprise, c'est aléatoire, donc l'entreprise, elle ne sait pas à l'avance quelle va être sa demande, mais si elle commence à avoir de la demande qui augmente, bon économie standard classique, l'entreprise va se dire, je vais devoir créer des postes pour satisfaire cette demande. Donc elle va décider si elle crée un CDD ou un CDI. À ce moment-là, comme ça se passe dans la vraie vie, elle va avoir des postes à pourvoir, qu'elle va poster sur un site internet, et puis ceux qui cherchent du boulot, ils vont aussi poster des candidatures, les entreprises vont étudier les dossiers, et puis il y aura des recrutements, tout simplement. Alors, ça s'arrête pas là, parce que le marché du travail, il est dans un environnement politique et juridique assez important. Et donc, dans Worksim, on a dû aussi coder une bonne partie du code du travail, et aussi tous les décrets et ordonnances qui en plus changent à chaque fois qu'un gouvernement arrive, il change le marché du travail souvent. Et donc à chaque fois on change pour fixer par exemple le niveau du SMIC ou des allocations chômage, des conditions de licenciement, etc. Donc voilà un petit peu comment ça se fonctionne. Et alors, on a une simulation qui va se dérouler dans le temps. Donc voici le cycle. Au départ, on initialise le système à l'échelle du marché réel. Actuellement, on est sur une échelle entre 1/400e et 1/2000e. Ça représente, pour vous donner une idée, entre 20 000 et 30 000 agents informatiques. Et puis ensuite, le système se déroule comme ça se passe dans le monde du travail. C'est-à-dire que les entreprises, comme je l'ai dit, elles décident de créer des postes ou d'en détruire. Elles gèrent, elles évaluent les employés. Éventuellement, malheureusement, elles font faillite ou elles font des licenciements. Les individus, eux, ils sont dans un état et ils se disent est-ce que je suis bien dans mon état ou est-ce qu'il n'y a pas un autre état dans lequel je serais peut-être plus satisfait? Par exemple, je suis étudiant, peut-être que je vais me décider à rentrer sur le marché du travail et arrêter mes études. Je suis chômeur, peut-être que je me décourage parce que je ne trouve pas de boulot et à ce moment-là, je deviens inactif. Donc tout ça est internalisé dans Worksim. Il y a des candidatures, comme je l'ai dit, des recrutements, des promotions, et puis il y a un module démographique, parce que les individus sont regroupés dans des ménages. Donc dans Worksim, vous avez des célibataires, vous avez des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants. Donc dans Worksim, on marie les agents, on les fait divorcer, et on gère les naissances et les décès. D'où le côté signe, vous voyez. Bon, alors à quoi ça sert tout ça? Nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous motive, c'est d'évaluer toutes les politiques publiques, et puis essayer d'en trouver des bonnes aussi, si possible, pour essayer d'améliorer l'emploi. Donc on les a testées à peu près toutes, et pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, je vais revenir sur la dernière d'entre elles, c'est-à-dire la loi travail El Khomri. Je pense que vous en avez entendu un peu parler. Printemps 2016, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, ça a fait couler beaucoup d'encre, les économies se sont opposées, ça a mis des milliers de gens dans la rue, peut-être que certains d'entre vous étaient dans la rue, parce que cette loi inquiétait. Et notamment, ce qui inquiétait, c'était un article, qui est actuellement le numéro 67, soyons précis, cet article qui facilitait les licenciements économiques. C'est-à-dire, l'entreprise, à partir du moment où elle avait une demande ou un chiffre d'affaires qui baissait, pouvait procéder sans autre justification à des licenciements économiques. Alors on a décidé de simuler cet article. Et ainsi, on a été les premiers, et à ce jour, les seuls, à proposer une évaluation quantitative de la loi. Parce qu'au ministère, notamment, on n'avait pas fait d'évaluation quantitative avant de lancer la loi. Bien. Alors ça, le fait d'avoir été un peu pionnier, remarquez, ça nous a permis d'être glorieusement cités par le FMI et l'OCDE comme étant les premiers évaluateurs de cette loi. Très bien. Maintenant, j'imagine que ce qui vous intéresse peut-être, c'est le résultat.
Alors, ce qui est sûr, c'est que, a priori, cette loi, elle va profondément bouleverser le marché du travail. Mais là, et là, je crois que vous n'avez pas financé mes recherches, j'ai une nouvelle, mais elle est mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que ça n'améliore pas l'emploi. D'après nos études, au bout de 4 ans, le chômage ne baisse pas. En revanche, ce qui se passe, c'est que le CDI devient le contrat majoritaire d'embauche. Actuellement, 80% des embauches se font en CDD. Mais avec la nouvelle loi, 70% se font en CDI. Mais le CDI devient 2 fois plus court et plus précaire. Et puis, ce qu'il y a aussi un autre phénomène que personne n'avait vraiment prédit, c'est que la loi est favorable aux jeunes. C'est bizarre parce que c'est eux qui ont manifesté. Mais a priori, le chômage des jeunes va baisser de 150 000 parce que les jeunes bénéficient de l'augmentation des CDI. En revanche, ça se fait au détriment des plus de 50 ans qui, eux, n'ont pas ce bénéfice et subissent de plein fouet l'augmentation des licenciements. Vous avez 100 000 chômeurs de plus chez les plus de 50 ans. Donc, si on schématise grossièrement, c'est comme si les jeunes, nombreux ici, preniez le boulot de vos parents. Ok, super. Bon, alors évidemment, ces résultats sont à prendre avec des précautions comme tout modèle. Mais on pense que ces résultats sont robustes. C'est pour ça qu'à l'époque, on avait un peu médiatisé l'affaire. On avait essayé d'alerter les citoyens, les politiques. Bon, soyons honnêtes, on a eu plus de succès auprès des citoyens que des politiques. Mais bon, ça c'est un autre problème. En tout cas, on a envie de continuer, parce qu'on pense que c'est un sujet intéressant. Et par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est demander à une intelligence artificielle de déterminer par elle-même, en optimisant certains critères, une nouvelle politique de l'emploi qui nous donnerait des pistes pour améliorer et faire baisser le chômage. Ou alors, utiliser Voxy pour évaluer l'impact du numérique, et notamment de l'intelligence artificielle, sur le marché du travail. Vous savez qu'on parle beaucoup de ça en ce moment, beaucoup de débats. Est-ce que les robots, les machines, elles vont faire baisser, augmenter le chômage? Bon, nous, on voudrait essayer d'étudier ça un peu scientifiquement. Et puis en plus, ce serait assez rigolo d'avoir une IA qui ainsi évaluerait l'impact des autres IA sur une économie. En tout cas, pour revenir au sujet de cette journée, je vais peut-être vous décevoir, mais je vais être honnête, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je n'ai pas de boule de cristal. Maurice Blondel disait, l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Pour mieux préparer le monde de demain, je vous propose d'utiliser les intelligences artificielles de la simulation multi-agent. Je rêve non pas d'une banque, mais d'un monde où tous ces outils seraient généralisés dans tous les ministères, les centres de décision stratégiques, de manière à ce qu'aucun projet de loi ou nouvelle décision qui pourrait impacter des milliers de personnes ne soit testé tout simplement avant d'être mis en œuvre. On devrait toujours utiliser la simulation. Et par ailleurs, il faudrait le faire en interaction avec tous les acteurs concernés, les citoyens, dans le cadre d'une aide à la décision participative. On fait bien des simulations avant de lancer des fusées. Comment se fait-il qu'on ne le fait pas pour les sociétés et ce qui impacte les sociétés humaines? Et puis, la simulation, pour moi, c'est un peu un voyage, un chemin qu'on espère éclairer, au cœur de la complexité d'un problème pour essayer, peut-être pas de la résoudre, mais au moins de l'appréhender. Et vu sous cet angle, la simulation, c'est un peu comme le miroir de nos comportements. Alors, osons nous confronter à cela. Osons confronter nos jugements et nos valeurs à nos actes et aux conséquences de ces actes sur les autres, sur la planète. Osons cette forme d'IA et espérons qu'elle nous permette de mieux nous regarder en face, en toute conscience et en bonne intelligence. Je vous remercie.